Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette session dédiée à la levée de fonds avec trois investisseuses que je vais vous présenter dans un instant. Dernière session de la journée sur notre Startup Loft, donc merci à toutes les courageuses et à tous les courageux d'être encore avec nous ce soir. Donc on va parler levée de fonds dans un contexte évidemment de startup plutôt early stage. D'accord. On va d'abord commencer par faire un petit panel, un panorama de là où on en est en termes de marché. Et puis ensuite, on prendra une casquette un peu plus investisseur, que cherchent les investisseurs quand ils veulent investir. Et puis une casquette un peu plus entrepreneur avec des bonnes pratiques et quelques conseils. Avec moi ce soir, pour commencer, Anaïs Monlong d'Iris. Si tu veux nous présenter Iris en une minute. Bien sûr. Donc moi, je travaille pour Iris, un fonds franco-allemand avec des bureaux à Paris, Berlin et Munich. On investit sur deux stratégies, en venture sur donc de seed série A et aussi en growth, donc à partir de la série B, C, D, etc., sur des sociétés européennes. Et on cherche principalement des sociétés avec un cœur technologique fort. Donc au capital, vous allez trouver des sociétés comme Shift Technology par exemple ou Exotech, qui sont des plaies assez industrielles, assez, disons, transformation profonde des industries un peu anciennes. Voilà, merci beaucoup. Merci Anaïs. Audrey Soussan, partenaire chez Ventech. Salut Nicolas, bonjour à tous. Donc Ventech, c'est un fonds de capital risque pan-européen. Donc on couvre 3 géographies en Europe, France, Allemagne, Nordiques, à travers des associés sur place localement, à Paris, Munich, Berlin, Stockholm et Helsinki. On a aussi une équipe dédiée en Chine qui s'appelle Ventech China. On investit plutôt en seed série A sur 2 stratégies majeures. Une première stratégie, c'est vraiment seed série A sur de la tech de manière assez généraliste, on va dire. Donc on fait du logiciel, les marketplaces, du hardware, du semi-conducteur, avec des investissements comme Believe, dans la musique, vestiaire collectif, dans la mode, Botify, dans le SEO. Et puis on a un fonds impact qui est plutôt du pré-seed seed, qui couvre tous les sujets environnementaux, sociaux, sociétaux, et lui qui fait des plus petits tickets, qui investit des plus petits tickets en pré-seed ou seed. Merci Audrey. Et puis avec nous ce soir aussi, Samantha Jérusalemi d'Elaya. Enchantée, Samantha. Donc, je suis partenaire chez Elaya. Elaya, c'est un fonds de capital risque qui a été créé il y a 20 ans, qui investit exclusivement en early stage B2B tech. Donc, early stage, on couvre tout depuis le pré-seed jusqu'à la série B. On met des tickets entre quelques centaines de cas et on peut monter jusqu'à 15 millions en primo-investissement, sachant que l'idée, c'est toujours de garder garder des provisions pour les tours ultérieurs et vraiment suivre les sociétés dans toute leur vie capitalistique jusqu'à leur sortie. On a un peu moins d'1 milliard sous gestion et on investit principalement en tech et deep tech. Donc quelques startups qui sont nos faits d'armes. Donc on partage avec Iris Shift Technology qui est une licorne. Miracle, on a été connu historiquement pour avoir fait Criteo, avoir seedé Criteo, on est sorti post-IPO. Donc Miracle, Akemia, donc vous avez certainement entendu parler récemment parce qu'ils ont levé pas mal d'argent. Alice et Bot dans le Quantum, donc voilà, des choses très tech, voire deep tech. Et on est ravis d'être là ce soir. Enfin, je dis on parce que je parle au nom de la famille Elaya, évidemment. Bon, merci à toutes les trois. Sont ravis d'être Alors, là. ce panel n'est pas du tout représentatif de notre métier, je tiens à le dire quand même. Mais on est content d'être là. Nicolas a trouvé les 3 seules investisseuses Et c'est de bien la place intentionnel. Donc, ok, démarrons par un petit peu la photographie du marché aujourd'hui. Comment se passe le marché de la levée de fonds en France? Est-ce que c'est la bonne année pour lever un premier tour de financement? Comment vous voyez les choses? On va commencer avec Samantha. Qui est entrepreneur dans la salle? Yes. Qui veut lever cette année? Ah, il y a encore Yes. quelques vaillants quand Par même. contre, vous êtes tout au fond, là, ceux qui veulent lever. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Alors, non, le marché, il dit quoi? Il dit qu'il est cyclique en fait. Donc vous l'avez vu, on était au max du climax de la bulle 20-21, un peu 22. On attendait que les États-Unis commencent à nous dire qu'il fallait arrêter d'investir, etc. Et puis on a suivi le move international. Donc je suis pas là pour vous saper le moral en fin de journée après cette magnifique journée. Mais effectivement, l'année 23 et vraisemblablement 24 n'est pas une année
incroyable pour lever. Les investisseurs que nous sommes, on est un peu plus frileux parce que le marché est en train de se retourner. Il se retourne depuis 1 an et demi. Donc il y a encore effectivement des happy few qui arrivent à lever, mais je dirais qu'on est beaucoup plus picky. Alors quand on dit ça, on se dit que dans les années de climax de la bulle, on n'était pas professionnel, on mettait des tickets sans regarder, ce qui n'était pas le cas. Mais effectivement, on avait des doléances, on a des doléances aujourd'hui qui sont beaucoup plus strictes en termes de rentabilité. C'est un mot qui revient un peu à la mode, qui n'était pas du tout à la mode il y a quelques années. Donc oui, il faut lever, oui, il faut continuer à lever, sinon on arrête d'investir, ce qui serait dommageable. Par contre, il faut arriver avec un sous-jacent qui est clair, avec du must-have et pas du nice-to-have en termes de product, avec effectivement de la tech qui est un des sous-jacents en early stage qui est assez important pour tous les investisseurs ici et pour tous les investisseurs sur le marché et sur des marchés porteurs. Mais ça, je vous apprends rien. Merci. Audrey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas du tout d'accord avec ça. J'étais sûre. Je pense que c'est l'année où il faut lever. En fait, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu une bulle, ça s'est calmé. Là, ça fait quand même 18 mois que les levées de fonds ont été divisées par 2. Et donc, les investisseurs comme nous, qui avons de l'argent, il n'y a pas de problème de liquidité dans le marché. Hein. Il y a énormément de liquidité qui est en stand-by et qui cherche à être justement diffusée dans des startups. Et donc, ça fait 18 mois qu'il y a beaucoup moins que d'habitude qui investit. Et donc, les investisseurs comme nous, ils ont envie là de repartir, ils ont envie de réinvestir. Donc certes, ils n'ont pas les mêmes règles, les mêmes standards que ceux de 2021, c'est-à-dire on va aller chercher des peut-être sociétés plus pérennes, plus saines, qui font plus attention à leur bottom line, pas que à leur top line. Mais on cherche à investir activement, premièrement. Deuxièmement, on cherche à investir activement, mais à des valorisations qui sont correctes. Or, en seed série A, c'est le meilleur endroit où on peut les trouver. Parce que en série B, les sociétés ont déjà levé il y a 18-24 mois, quand, comme dirait Samantha, elles étaient à leur climax. Et donc, les valorisations étaient très élevées. Et donc, c'est très difficile pour un investisseur comme nous d'arriver en série B et de dire la valorisation du dernier tour, elle s'est faite dans des conditions de marché qui étaient très différentes de celles d'aujourd'hui et il faut diminuer cette valorisation. Très difficile à faire, il faut retravailler la cap table, se mettre d'accord avec l'entrepreneur, réincentiver l'entrepreneur pour faire ce qu'on appelle un down round, c'est-à-dire un nouveau tour de financement à une valorisation inférieure à celle d'avant. On n'aime pas faire ça. On n'aime pas faire ça parce que nous, on aime bien que les entrepreneurs restent très incentivés et ça dérange un peu les entrepreneurs. Donc, on préfère finalement investir dans les premiers tours de financement en seed série A, où là, il n'y a pas eu de valorisation qui a déjà été, ou alors sur des petits tours, qui a déjà été inscrite dans les livres, et quelque part, on repart à zéro, sans parler de ce qui s'est passé en 2021 sur une cap table qui est complètement pure, et on peut trouver un accord, entre guillemets, avec les fondateurs. Donc, pour la seed série A, c'est le bon moment en 2024. Bon, tout n'est pas perdu. Anaïs, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il y a des secteurs qui restent porteurs pour toi, ou plus que d'autres en ce moment? Oui, exactement. Et déjà, pour rejoindre un peu les points de mes camarades, je pense que c'est important de souligner qu'on est sur une industrie, le venture capital, qui a triplé de taille en actifs sous gestion en à peine 5 ans. Donc on est vraiment sur un marché où il n'y a aucun problème de liquidité. Il n'y a jamais eu autant d'intérêt des LP, qui sont donc nos investisseurs à nous, pour la classe d'actifs de la technologie. Plus personne aujourd'hui ne va argumenter que la technologie n'est pas transformante pour leur business, quel qu'il soit. Donc on a des corpos qui sont dans n'importe quel secteur, qui sont tous intéressés par implémenter de la tech. Ce qui n'était absolument pas le cas il y a 20 ans. Tout le monde parle un peu de la bulle Internet. Enfin, c'est pas du tout les mêmes fondamentaux de marché quand même. Donc ça, c'est important. Et donc, du coup, sur plein de secteurs encore peu digitalisés, il y a encore plein de choses à faire. Et il y a une prise de conscience importante que ça y est, c'est peut-être le moment. Et les corpos, pourquoi c'est important? Parce qu'à la fois, c'est des acheteurs en tant que clients, mais c'est aussi des acheteurs en tant qu'exit potentiel. Donc si les groupes sont intéressés par des startups, par acheter des startups qui grossissent, des scale-up, etc., c'est bien pour tout le monde. Et c'est aussi bien si, bien sûr, ils veulent être clients des solutions, évidemment. Donc eux, ils sont vraiment en train de revenir. Je pense que
toute la bulle sur l'IA, ça nous a un petit peu beaucoup aidé parce que les corpos, ils ont beaucoup entendu parler de l'IA, donc ils ne savent pas forcément comment l'implémenter, mais du coup, ils sont intéressés et on leur apporte des vraies solutions qui les intéressent. Et donc, sur les secteurs porteurs, peut-être pour rebondir, moi, ce qui m'intéresse beaucoup personnellement en ce moment, c'est tout ce qui est l'implémentation de l'usage de la donnée dans des industries qui étaient relativement réticentes. Je pense à l'industrie, par exemple, qui restait beaucoup de systèmes où c'était très difficile à vendre parce qu'il fallait vendre usine par usine sur des systèmes vraiment qui restaient très focalisés sur un use case dans une usine. Là, on commence à voir de plus en plus d'adoption du cloud, etc., sur ces acteurs-là. Donc, je pense que les aider à structurer leurs données, à la mettre sur le cloud et ensuite à la structurer afin de pouvoir l'utiliser en production sur des modèles de machine learning, mais aussi pour des use cases beaucoup plus basiques. Ça, c'est assez porteur et il y a un vrai trend. Oui, donc assez machine learning. Alors, c'est intéressant parce que tu commences à parler un petit peu du mode de fonctionnement des VC, ça intéresse les corpos, etc. Samantha, si on prend un peu la casquette de l'investisseur ce coup-là, est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu la manière dont vous fonctionnez? C'est quoi un peu le business model d'un VC? Parce que c'est important pour un entrepreneur ou une entrepreneuse d'avoir intégré ça aussi. Oui, non, c'est effectivement très intéressant et nous, on essaie de faire pas mal de pédagogie auprès des entrepreneurs qui viennent nous solliciter. Parce que souvent, quand on dit non, c'est pas non, ton business est pourri ou la boîte est pourrie ou le produit est pourri. C'est non, ça ne fit pas avec notre algorithme à nous et notre formule à nous. Je vais essayer de grossir les traits et de grossir les chiffres ici pour être entendable. Nous, notre métier, c'est d'investir à des bons moments, à des bonnes valos et de sortir au mieux 10 ans. Quelques années plus tard. On reste en moyenne 6 à 7 ans dans les sociétés, donc c'est du temps long, il faut s'entendre, c'est le début d'un mariage, etc. La seule différence avec le mariage, c'est qu'on définit les clauses du divorce, mais c'est à peu près pareil. Il y a la phase de séduction au début, il y a le premier board où on se dit la vérité, enfin voilà. Et nous, notre métier, c'est d'investir. Il y a des gens qui nous ont donné de l'argent pour investir dans les startups, et ces gens-là, qui sont des gros LP. Alors, il y a les gros institutionnels type BPI, FEI, etc. Ensuite, il y a des corpos qui mettent de l'argent dans les fonds. Il y a des family office, il y a des personnes physiques. Tous ces gens-là, ils attendent à ce que, pour 1 euro investi, ils récupèrent 2, 3, 4, 5, 12, voilà, en fonction de la performance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, le private equity et le venture, les perfs, c'était globalement autour de 0. Donc, pas chez nous, hein, pas dans ce... Alors, pas du tout chez nous. Mais c'est ça qui fait c'est ça qui fait qu'on est encore là, après 20 ans, 25 ans, 30 ans de maison. C'est des fonds qui ont performé tout au long de leur activité, tout au long des fonds. Et donc, on lève millésime par millésime pour vous donner un ordre d'idée. Donc, un fonds, ça a 10 ans, prorogeable 2 ans. Donc, en gros, c'est 10-12 ans. Les 4 premières années, on va constituer le portefeuille. Ensuite, les 6-8 années complémentaires, on va refinancer et sortir les sociétés. Donc, il faut qu'il y ait des turnovers, il faut qu'on ait des liquidités sur les sociétés dans lesquelles on a investi. Pour vous donner un exemple, en moyenne, on va prendre quoi? Entre 10 et 30% d'une boîte. 30% quand vous avez mal négocié et 10% quand on a mal négocié. Si, disons que j'ai 10% de la société, j'ai injecté de l'argent, plusieurs millions, etc., je me suis fait diluer au fur et à mesure des tours, même si j'essaye de m'anti-diluer, mais il y a eu des tours. Je vais sortir la boîte à 1 milliard. Best case quand même, parce que sincèrement, les boîtes qui sortent, pas qui sont valorisées, qui exitent à plus d'1 milliard, il n'y en a pas beaucoup. Il faut remettre un peu dans le contexte. 10% d'une boîte, si déjà j'ai réussi à maintenir 10% de détention dans une boîte et que je sors à 1 milliard, je me fais de l'argent, mais sur un fonds de 200 millions, j'ai même pas remboursé le fonds. Bon. Et mes investisseurs me disent, ouais, c'est très bien, mais il en faut 2 ou 3 des licornes dans ton portefeuille. Et des licornes, non pas en termes de valorisation, mais d'exit. J'essaye de vous dire ici, c'est que notre métier est très complexe à performer. Et donc, quand on vous dit, non, le marché adressable n'est pas suffisant, non, on ne croit pas à votre potentiel de scale, etc., c'est pas que votre produit n'est pas le bon, mais il n'est pas bon pour nous. Nous, on est sur un fonds, les derniers fonds qu'on a levés, c'est des fonds entre 150 et 250 millions d'euros. Pour performer sur un fonds de 250 millions d'euros, on ne regarde pas la même chose sur la taille de marché adressable. On regarde que des marchés en taille de marché adressable de l'ordre de 1 milliard, de l'ordre de 5 à 10 milliards. Le marché qui fait 1 milliard, c'est très bien, mais comme on considère que vous n'allez pas prendre tout le marché et qu'en fait, vous allez devoir un peu plus screener parce que votre marché adressable n'est pas exactement celui-ci, etc.,
Évidemment, à la fin, ça va se situer autour d'un marché en millions, en centaines de millions, ce qui est déjà très bien, mais ça ne va pas nous permettre à nous de faire la boîte à milliards qu'on attend de faire. Encore une fois, c'est des maths pures et simples. Si on a 10% d'une boîte qui sort à 1 milliard, ce qui est déjà un exploit et un miracle, on n'a pas remboursé un fonds de 200 millions encore. Donc si vous avez des tailles de marché que vous adressez qui sont en deçà du milliard, n'allez pas chercher des fonds qui font plus de 150 millions, ça n'a aucun sens, parce qu'ils vont vous jeter sur une taille de marché que vous adressez. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un fit. Ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas le bon, ça ne veut pas dire que les investisseurs en face n'ont pas compris, ça veut dire qu'il y a un mismatch entre ce que vous faites et ce que le fonds attend que vous fassiez. Donc, il y a plein d'argent sur le marché, évidemment levé. Moi, je ne pousse pas effectivement mes boîtes à lever en 2024. Je préfère qu'elles aient un sous-jacent. Voilà, je ne sais pas si tu pousses tes boîtes à lever en 2024. Mais ce qu'on attend, c'est effectivement ce mismatch. Donc, n'hésitez pas à bien filtrer, à bien sourcer les fonds à qui vous avez parlé, parce que la taille du fonds à qui vous allez parler va être déterminant dans la décision qu'il va prendre à la fin. Voilà, j'espère que vous avez compris. Les maths sont très, très simples. Et par contre, nos maths à nous sont assez complexes parce que derrière, on a des gens qui nous disent il va falloir rendre l'argent à un moment. Ouais, puis accessoirement, c'est un placement à long terme assez risqué. Donc, si on pouvait éviter de faire juste zéro, ce serait pas mal. Tout à fait. Sinon, il vaut mieux me mettre sur le livret A. Audrey, alors justement, quand on se place du point de vue de l'entrepreneur, quand est-ce qu'il faut lever quelle taille de tour comment je dimensionne ça et comment je le time? Bonne question. Alors, quand est-ce qu'il faut lever? Je veux dire, quand par rapport à en 2024, ça c'est clair, mais Oui. quand par rapport à la taille de la société? Je pense que pour la série A, c'est assez clair. Les fonds de série A, ils s'attendent en général à avoir déjà un peu de monétisation financière. Donc, il faut avoir une sorte de récurrence mensuelle de vos revenus, que ce soit une récurrence qui vient vraiment ou que ce soit, vous avez déjà montré sur les 3 derniers mois que cette récurrence, elle est palpable. C'est bien qu'on ait autour de, on va dire, au moins 50 000 euros par mois de revenus qui rentrent, sachant que c'est 50 000 euros par mois, ça peut être de la GMV, du net revenu, du gros revenu, enfin, chacun calcule son chiffre d'affaires un peu comme il le souhaite et fait sa tambouille interne. Mais tant que je dirais que vous n'avez pas atteint ce petit milestone là des 50 000, là, je fais très large. Il y a 10 ans, on disait 100 000. Mais pour faire très large, à partir de 50 000 euros, je pense que vous pouvez sortir du bois pour une série A. Pour le seed maintenant, qui est donc l'étape juste avant, il y a des seeds qui sont sur slide. Il y a des seeds qui se font avec les fameux 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, tout dépend un petit peu de ce que vous avez à vendre au-delà de votre business. Un serial entrepreneur qui a un super CV, qui a déjà démontré 3 succès d'affilée sur ses boîtes précédentes, il peut lever sur slide ce qu'on appelle un seed round, donc un tour d'amorçage de 5 millions. Ou même un Mistral, il est capable de lever 10 millions. Donc, il y a des profils qui nous permettent d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre, s'il n'y a pas ce genre d'actifs-là dans la société, donc il n'y a pas ce CV, il n'y a pas ce background, moi je conseille quand même d'avoir au moins de la matière à présenter aux LPs, aux VC, pardon, sur ce que vous êtes capable de réaliser. Alors souvent, ce n'est pas du chiffre d'affaires, ça peut être ce qu'on appelle les design partners, donc des clients que vous avez réussi à convaincre, qui ne sont pas des clients payants, donc on ne les appelle pas les clients, du coup c'est ce qu'on appelle des partenaires qui vont co-construire avec vous le produit, ou alors c'est des gens qui payent mais en POC, donc un petit peu qui ne s'engagent pas sur le long terme, ou déjà rien que d'avoir des utilisateurs en fait, des gens qui utilisent votre produit, même si le produit n'est pas encore complètement terminé, ou qu'à la main vous gérez quelque chose en manuel, mais quelque chose qui nous permette, nous, d'être convaincus que la proposition de valeur, elle est adaptée au moins à quelques acteurs du marché. Vous avez déjà réussi à convaincre quelques personnes. Pas forcément encore à payer, mais au moins à utiliser. Moi, tant qu'il n'y a pas ça, le PowerPoint pur avec des fondateurs qui n'ont pas une expérience de start-up auparavant, je trouve ça compliqué. Merci Audrey. Anaïs, bon, imaginons qu'on soit à peu près dans les clous de la préparation. On prépare son roadshow. Donc roadshow qui consiste à aller faire le tour des investisseurs pour présenter la boîte et
si on peut, lever les fonds. Quelles sont les bonnes pratiques ou au contraire les erreurs à éviter que toi tu as déjà peut-être rencontrées? Ouais, alors je pense que la première chose à avoir en tête, c'est se dire que on reçoit tous en early stage relativement beaucoup de dossiers. Donc l'idée, c'est pas de faire un long monologue sur ce que vous faites, soit quelques bullet points, soit quelques slides bien faites. C'est largement suffisant pour déjà attirer l'attention. Donc globalement, taille de marché bien faite, avec des éléments concrets, votre produit, éventuellement des screenshots du produit, où est-ce que ça s'insère dans l'écosystème existant. Et ensuite, bien sûr, l'équipe, qui on est, comment on est arrivé à ce sujet. C'est important. Ne mettez pas dans le deck des informations de valorisation attendues. Parce que, c'est un peu comme quand on achète un appartement, c'est-à-dire que l'acheteur, il va aussi se faire sa propre vision du prix sur un marché qui est pas du tout lisible, où en fait les prix peuvent varier beaucoup en fonction de tout ce qu'on a donné comme paramètres précédemment. Donc pour l'instant, ça ne sert à rien quand vous expliquez votre business d'arriver avec un calcul savant de combien ça vaut et combien est-ce qu'on doit acheter. Venez vraiment déjà présenter ce que vous faites avant de parler du prix et de la levée de fonds spécifiquement. Et ensuite, ciblez un fonds qui comprend votre secteur mais qui n'a pas investi dans un concurrent direct, qui globalement a l'air d'avoir une appétence pour ce que vous faites. Cibler une personne dans ce fonds, une seule personne, parce qu'on communique tous entre nous, donc ça nous arrive parfois de tous recevoir le même deck, et du coup, c'est un peu comme vous quand vous êtes dans une entreprise, si tous les collaborateurs le même jour reçoivent la même information, vous êtes en train de vous dire, ok, mais qui la traite? Du coup, personne. Donc si vous ciblez quelqu'un spécifiquement en disant, bonjour, toi, je t'ai identifié comme la bonne personne pour mon projet parce que blablabla, ton fonds m'a l'air bien, j'en sais rien par rapport à ce que je fais. Voici ce que je fais. Généralement, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une instruction et une réponse si vous avez vraiment bien ciblé. Voilà, c'est un peu mes conseils pour préparer le roadshow dans un premier temps. Audrey. Peut-être j'ajoute un petit conseil sur la taille de tour, parce qu'on n'est pas revenu dessus à la question précédente. Moi, je vous conseille surtout en seed de plutôt partir sur une taille de tour fourchette basse de ce que vous avez besoin, c'est-à-dire essayer de calibrer par rapport à 18-24 mois de besoin de financement, mais partez sur la fourchette basse et il sera toujours temps, s'il y a beaucoup d'appétit, s'il y a beaucoup de fonds intéressés, de venir dire on va augmenter. Parce que l'inverse, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, si vous arrivez en disant je cherche 5 millions et puis 2 semaines après on reçoit un mail finalement je cherche 1 million, ça donne pas du tout un bon signal. Effectivement. Alors, il nous reste un peu moins d'1 minute 30. Donc, en 30 secondes chacune, justement, on commence à parler un petit peu du sujet qui fâche de la valorisation. C'est quoi votre conseil sur ce sujet, Samantha? Sur la valo? Oui, sur la négo de la valo. C'est comme, je reprends mon analogie avec le mariage. C'est laisser la possibilité à l'autre d'apprendre à vous connaître avant de lâcher les chevaux, quoi. Je pense que cette période de séduction, c'est une période où nous, on va vous dire qu'on va apporter énormément de valeur, bien plus que le capital, et qu'on va vous aider en termes de business, ce qui est vrai. Hein, on n'est pas que du capital, on vous apporte beaucoup plus. Et vous nous dire, ma solution est extraordinaire, elle beat à peu près tous les compétiteurs du marché, même les Américains, ma technologie est dingue, et nous-mêmes, on est complètement dingue, et on est les meilleures personnes pour faire ça, etc. Donc c'est une espèce de jeu où le bargaining power, il est ni dans votre main, ni dans le nôtre. Alors, il est un peu plus dans le nôtre parce que c'est nous qui avons l'argent. Mais on a besoin de vous parce que sinon, on ne continue pas l'investissement. Donc, je pense que ça a été dit, mais ne vous dévoilez pas trop, non pas sur ce que vous faites, parce que de toute façon, les signaux faibles, on va les détecter. Hein, on est des acteurs du signaux faible. Nous, notre métier, c'est de déceler les signaux faibles. On reçoit 4000 dossiers, on investit dans 10 boîtes par an. Donc, autant vous dire que si on n'arrive pas à déceler les signaux faibles, c'est compliqué. Mais ne vous dévoilez pas trop sur la valorisation et laissez ce jeu-là s'orchestrer. Souvent, il y en a quelques-uns sur de la série B ou ultérieure qui disent je préfère être accompagné avec un intermédiaire pour garder la bouche propre. Sur les tours plus amont, on a du mal à prendre un lever parce que on est sur des tours amont. Ouais. On préfère même nous parler à des entrepreneurs directement au lieu de passer par un lever. Mais vous ne dévoilez pas trop. C'est un jeu
c'est un jeu de la meilleure valo. Si à la fin, effectivement, il y a un truc qui part dans les tours, vous êtes souscrit, et ben, ce sera toujours bon de le prendre. Et par contre, effectivement, si vous êtes arrivé un peu trop gourmand et que vous revenez la queue entre les jambes, bah, ça va pas être cool. Donc, laissez ce jeu-là s'orchestrer. Le but, c'est qu'on investisse. Et vous, votre but, c'est que vous ayez du dry power pour pouvoir aller au bout de vos ambitions. Donc, laissez ce jeu un peu pas blurry, parce qu'il y a un moment, il va falloir en parler. Mais si vous avez la chance d'avoir plusieurs term sheets, ne prenez pas le plus offrant, mais celui qui va être sur une détention, une dilution pour vous, une détention pour lui, qui est acceptable. Et encore une fois, ça se situe entre 10 et 30. J'ai pris un truc assez large exprès. Mais surtout qui va vous apporter quelque chose et avec qui vous allez pouvoir capitaliser sur les 6-7 années prochaines. Enfin, c'est assez long, hein, donc si on ne s'entend pas, c'est compliqué. Donc voilà. J'ai pas de réponse toute faite parce que la valo, voilà, c'est pas du doigt mouillé, mais c'est votre dilution acceptable et notre détention acceptable. C'est un jeu. Voilà. Merci Samantha. Audrey, même question. Oui, j'ai 2 conseils sur la valo. Le premier conseil, c'est la concurrence, c'est-à-dire mettez-nous en concurrence en fait, et puis vous allez voir automatiquement qu'on va pas être loin les uns des autres. Et en fait, c'est comme ça que vous allez quelque part optimiser votre valorisation en essayant de chercher celui qui a le plus envie parmi nous d'investir. Et ben, il va augmenter sa valorisation. C'est le meilleur moyen pour vous d'atteindre une valorisation élevée. Et le deuxième conseil, c'est attention. Les valorisations les plus intéressantes ne sont pas forcément les meilleurs scénarios pour vous. Je sais qu'on a tendance à se dire, je vais chercher la valo la plus élevée, etc. Mais give me the valuation, I will give you the terms. Donc, c'est-à-dire que moi, vous me donnez une valo, je vous fais des termes dégueulasses, je vais me protéger contre plein de choses. Et puis, à la fin, le deal ne sera pas bon pour vous. Donc, il faut arrêter de se focaliser que sur la valorisation. Il y a plein de choses dans une term sheet. Et 2, si vous avez une valorisation qui est trop élevée, n'oubliez pas que vous allez probablement retourner dans le marché en série A ou en série B, donc le tour d'après, et qu'il va falloir défendre cette valorisation pour éviter le downround dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse de valorisation. Et donc ça, c'est une pression qui est quand même énorme. Il faut garder en tête que l'equity story de la société, elle a beaucoup d'importance. Il faut surtout éviter que la valorisation, qu'elle aille qu'elle ne fasse qu'augmenter. Et donc pour ça, il faut bien calibrer, avoir la meilleure valo en seed et puis se retrouver avec un rattrapage de valo en série A, c'est un très mauvais signal dans le marché. Donc moi, je conseillerais d'y aller step by step. Merci Audrey. Anaïs, pour le mot de la fin, même question. Dernier mot, du coup, évidemment, je vais pas rajouter sur ce qui a déjà été dit. Je pense que c'est important de préciser qu'en seed, en série A, la valo, c'est pas un calcul savant sur 20 ans, type DCF. Non, mais c'est donc l'idée. Nous, on fait pas un business plan et on va pas prendre les cash flows potentiels dans 5 ans et ensuite dire super, ça vaut tant. C'est un mécanisme de marché, comme ça a déjà été souligné. Donc, il y a vraiment un côté, voilà, qu'est-ce qui s'est fait dans les standards autour de nous et nous, on voit ça toute la journée. Donc, forcément, c'est pour ça qu'on va tous être un peu alignés par rapport à ce que vous avez pu voir dans d'autres sources ou voir un peu sur Internet, calcul, quelle est ma valorisation startup. Donc ça, c'est important. Prenez peut-être des conseils d'autres entrepreneurs qui ont vécu cette période pour bien vous rendre compte, mais en même temps, gardez en tête que c'est quelques exemples parmi des centaines d'exemples. Donc voilà, se renseigner sur le marché, faites pas trop de calculs savants, vous verrez quel est le prix qui vous est proposé et si vous avez de la chance, vous aurez le choix. Bon, très bien. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. On souhaite une excellente fin de journée. Et si vous voulez bien nous faire le plaisir de renseigner le petit questionnaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la session, ce serait un grand plaisir pour nous. Merci, bonne soirée, au revoir.